Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ces nouveaux entretiens de la revue Poésie qui, aujourd'hui, donc, sont consacrés au numéro 189, dont la couverture s'affiche derrière moi avec une photo d'Annelise Broyer, que nous avions invitée au printemps à venir nous exposer son travail. La séance d'aujourd'hui est assez exceptionnelle parce qu'elle est pour l'essentiel consacrée à un dossier qui a été réalisé par les deux amis qui sont à ma droite, Chokri Abdelhamir, qui est membre du comité de rédaction de la revue, et Mohamed Kassimi, et c'est un dossier de 10 poétesses palestiniennes contemporaines qui ont écrit pour ce numéro. Et le titre qui rassemble leurs poèmes est « J'éteins mon corps dans un cendrier ». Alors nous allons présenter certaines de ces poétesses, mais d'une certaine manière, l'événement de cette rencontre, c'est que nous serons en contact à Ramallah par Zoom, en espérant que ça fonctionne, avec l'une d'entre elles, et non des moindres, Nina Younis, qui se connectera à 16h30, et donc il faut qu'on tienne tout ce qu'on a à faire, à présenter avant 16h30. Pourquoi surtout Nida Younis? Elle m'a envoyé un poème hier pour cette séance, et ce poème fait écho à un autre poème qu'elle n'a pas pu lire puisqu'il est dans le numéro où elle est publiée, elle n'a pas eu le numéro encore. Et voilà ce poème qui s'intitule « Ce n'est pas un oui ». Tout est gravé dans la pierre. Tout ce que je pouvais dire, c'est « grand ciel, non ». Semblable à un pays que nous nous sommes forcés de quitter, un amour qui glisse à travers nos visages, les routes de terre et les amis, et, à rebours de ce que l'imagination exige, ce rejet. Air sans griffe, il ne gratte pas. Il ne nous fait pas perdre cette foi qui apparaît aussi d'une manière ou d'une autre, comme un résultat inévitable du désespoir. Pour fuir les agents de l'oppression, j'échange un non contre des clous de métal de construction, et pourtant je m'accroche au marteau. Or, il se trouve qu'en ouverture du numéro 189 figure un poème d'un poète qui nous accompagne depuis longtemps dans la revue, qui s'appelle Eugenio De Signorebus, et dont le poème s'intitule « Ça ne sert à rien ». Et c'est un poème en défense du oui. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. La claustration seulement pour dire non, 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 à l'ordure qui tout alentour ne cesse de nous repousser. Si à chaque non, tu ne trouves pas un oui décent pour en faire le semis, terrain de mémoire. Stop sinon, arrête, et rentre tête baissée dans le clamier et reste face à l'histoire comme un enfant qui rebombe en enfance. Alors la revue, sort d'une revue, essaie d'être ponctuel, et dans le numéro 188, on s'était expliqué à partir d'une citation de Temps réel, le livre de Jean-Christophe Bailly, sur la notion de ponctualité du poème, et on essaie, tous ensemble dans le comité, d'être ponctuel, c'est-à-dire à la fois de trouver ces mots poignants et les mots qui pointent, et en même temps d'être fidèle au tic-tac de l'époque. Et c'est pour cette raison-là que nous avons décidé d'un commun accord de demander à Chokri Abdelhamir et à Mohamed Kassimi de présenter ce dossier. Donc, avant de rentrer dans ce dossier, le numéro comporte d'autres textes, et donc on va vous les faire entendre, on va vous en faire entendre quelques-uns, et puis à 16h30, on se connectera avec Nida Younis. Mais avant cela, j'appelle Théom Bogu, qui est membre de notre comité, et qui, dans le numéro 189, est l'auteur de 2 textes. Je vais vous lire un texte que j'ai écrit à la suite des interviews
de plusieurs écrivaines françaises d'origine africaine qui revendiquent leur appartenance au champ littéraire français. Le titre est « L'écrivain hydroponique ». Il écrivait en serre. Ce n'était pas un secret. Tout le monde le savait, excepté lui. C'était son histoire. En tant qu'auteur européen avec des origines, il habitait un milieu reconstitué dans le champ littéraire de son pays de naissance. Bien qu'il n'ait pas reçu une éducation biculturelle, tout le monde disait qu'il avait la double culture. Tout le monde en était convaincu, sauf lui. On l'avait soigneusement enfermé dans une biculturalité imaginaire à laquelle il tentait en vain de se soustraire. « Je ne suis pas un émigré, disait-il. Je n'ai pas la double nationalité. Je suis né ici. Je suis d'ici, même si mon nez vient d'ailleurs. » Tout le monde trouvait ces propos étranges. Comment peut-on avoir des cheveux crépus et être d'ici? Il écrivait en hydroponie, c'est-à-dire sans véritable sol. Son écriture hydroponique croissait sous serre. Il lui revenait de susciter son propre sol par l'entremise de son geste de créativité. Sa poésie n'était pas orpheline. Elle n'était pas non plus hors sol. Dans la serre où il tentait de prendre racine, il s'était trouvé arraché de ses déterminations socio-historiques et géographiques. « Je ne suis pas de là-bas », se défendait-il. « Je suis d'ici, quoique ma couleur vienne d'ailleurs. » Tout le monde le regardait avec un air d'étrangeté. Comment peut-on avoir un nez épaté et être d'ici? Il disait son siècle avec une écriture entièrement européenne. Sa langue n'était pas hybridée. Elle n'était pas nourrie d'un vécu africain. Ses compatriotes étaient éberlués par le caractère endogène de celle-ci. Cela sortait de l'habituel. Dans son espace natal, il était le seul à prendre au sérieux sa citoyenneté européenne. Au vrai, tout le monde s'en moquait, persuadé qu'il n'était pas le fruit de la civilisation occidentale. « Je suis un natif du pays », hurlait-il très souvent, agacé par les clichés habituels. Mon imaginaire est européen, bien que mes parents viennent d'ailleurs. Tout le monde le dévisageait avec un certain étonnement. Comment peut-on être un mangeur de ndolé et être d'ici? Il connaissait de mémoire les poèmes de Villon, du Bellay, Viot, Imbert, Vigny, Hugo, Nerval, Baudelaire, Mallarmé, Apollinaire, Bataille, Bonnefoy, Jacotet, Deguy, Roubaud, Bobin. Ces poètes lui étaient familiers. Leurs poèmes traduisaient son labyrinthe intérieur bien plus que ceux de Rabia Rivelo, Senghor, Dadier, Filombe, Shikaya Untamsi, Monique ou Soyinka. En réalité, jusqu'à l'âge de 47 ans, il n'avait pas lu un poème écrit par un auteur malgache, sénégalais, ivoirien, camerounais, congolais, mauricien ou nigérian. Il connaissait à peine 3 noms de poètes africains. Ce qu'il ignorait, c'était sa propre hydroponité, c'est-à-dire le caractère hydroponique de sa situation d'écriture. « Je ne suis pas un écrivain européen », répétait-il. « Ma personnalité s'est structurée ici, même si mes lèvres viennent d'ailleurs. »
Tout le monde l'écoutait avec une pointe de curiosité. Comment peut-on s'appeler Moussa et être d'ici? Il espérait voir son espace natal débarrassé de toute forme d'hydroponisation, mais son désir se heurtait à chaque fois à la réalité quotidienne. Tout le monde disait qu'il n'était pas d'ici. Son corps subsaharien dissimulait son appartenance européenne. Écrire en serre n'est pas un geste douloureux. L'écrivain hydroponique fait advenir quelque chose par son acte d'écriture. Entre le national, le transnational et le postnational, il interroge la relation qui lie la nation et la littérature. Ces mots, il les avait lus dans un livre à la Bibliothèque nationale, mais il ne s'en souvenait plus. Ce passage, pourtant, en disait long sur sa situation d'écriture. « Je suis le produit de cette culture, insistait-il. Mon esprit est européen, bien que ma matière corporelle vienne d'ailleurs. » Tout le monde était ébahi par sa belle et tranquille assurance. Comment peut-on avoir un fort accent et être d'ici? Il en avait assez de lire les textes critiques et des travaux universitaires rangeant son œuvre dans le champ des littératures africaines, alors qu'il confessait n'avoir aucun lien réel avec l'Afrique, si ce n'est le fait d'être d'ascendance africaine. Il abhorrait la pensée woke et les fables du grand remplacement. Il avait également une vive répugnance pour les théories postcoloniales, estimant qu'elles appartenaient à un âge révolu. Ses prises de position et son attachement à son pays de naissance n'empêchaient pas toutefois qu'il soit toujours perçu comme un subsaharien. « Je suis alsacien », clamait-il. « Mon placenta a été enterré à Colmar, même si mon patronyme vient d'ailleurs. » Tout le monde le fixait du regard avec un curieux sourire. Comment peut-on danser le makossa, le mbalas, le ndombolo, le zouglou et être d'ici? Il rêvait d'inscrire son nom dans le corpus national, mais ses origines le séparaient de la continuité biologico-historique des auteurs de sa nation de naissance. Il s'employait à déshydroponiser l'imaginaire. Qu'il meure en terre d'accueil ou au pays natal, l'écrivain hydroponique demeure un orphelin de la nation. Dans le corps social, l'hydroponité apparaît comme une réalité permanente. Il est difficile de sortir des seuils identitaires raciales, linguistiques, culturels, civilisationnels. Il avait lu ce passage dans son livre de chevet. Cela ne l'avait pas amené à changer ses convictions. Il attendait sans cesse l'avènement d'un nouvel ordre national, car il croyait aux miracles, aux promesses de demain. N'avait-il pas appris que demain ne viendra jamais? « Je suis dans mon pays, disait-il. Je ne céderai pas aux sirènes qui chantent le contraire, quoique mon écriture raconte l'ailleurs. » Tout le monde le regardait d'un œil étonné. Comment peut-on être un écrivain hydroponique et être d'ici? Merci. Jean-Patrice Courtois sur nos poètes ukrainiens. Le numéro 187 avait publié ce très beau dossier. Je lis un poème de Victoria Amelina. Non-poésie. Je n'écris pas de poésie, je suis romancière. C'est juste que la réalité de la guerre dévore la ponctuation, la cohérence du récit, la cohérence dévorée, comme si la langue était démantelée par un obus. Les débris de la langue ressemblent à la poésie, mais ils ne le sont pas.
et ceci n'est pas la poésie non plus. La poésie, elle fait du bénévolat à Kharkiv. Dans le petit article paru dans le numéro qui vient, j'ai tenté de faire un salut à la poésie de circonstance ukrainienne des 7 poètes ukrainiens et ukrainiennes parus. Je rappelle que 2 sont morts depuis. Il s'agit bien d'être face à l'abîme de ce dossier intense et beau. Je ne reprendrai pas ce que vous pourrez lire, mais plutôt je voudrais ajouter quelque chose à ce dossier. Et cette chose serait peut-être de me demander quel rapport il peut y avoir entre l'exil et la circonstance. J'ai préparé 5 remarques, je lirai quelques-unes de ces remarques. De quel exil parle-t-on ? Le langage courant nous donne une indication avec l'expression « exil intérieur », car ces poètes n'ont pas quitté l'Ukraine. 2 sont morts, nous venons de le voir. Exil intérieur donc, mais alors la question se déplace et nous entendons clairement intérieur à quoi ? Si l'exil est bien un franchissement de frontières, il faut se demander quelles frontières sont passées lorsque l'exil est intérieur. Ce sont celles des habitudes, des conduites, des pratiques, de la façon de vivre les journées, des lectures, du souci de soi et des autres, de la vie ordinaire, de la manière d'envisager l'avenir. Sans l'exil, nous franchissons ces espaces sans nous en apercevoir, sans la conscience des lignes, mais il y en a. Prenons l'exemple de la façon d'envisager l'avenir. Qu'il soit radieux, incertain, plus ou moins obscur ou douloureux, nous l'envisageons sans l'exil, nous nous en faisons une idée à l'intérieur de notre visée, elle-même déterminée par des limites. Dans le cas de l'exil intérieur, les frontières ont été franchies par d'autres pour celles et ceux qui affrontent cette situation, de sorte qu'il n'y a plus de lieu pour déployer les activités de l'existence, les actions de l'existence. Une instance et les événements qu'elle déploie s'est emparée des frontières pour celles et ceux qui sont soulevés de terre par cette instance. Dans la vie du non-exilé, le franchissement dépend de la vie ordinaire. Les limites se franchissent sans la conscience vigile instantanée, mais il y a des frontières. La vie se trouve comme en exil de l'existence même, dans le cas de l'exil intérieur. L'agir fondamental qui détermine l'orientation illusoire, fautive, précise ou exacte, peu importe, des gestes des non-exilés, cet agir-là est oblitéré. La circonstance est l'exil de l'agir lui-même. 2. La neurologie a précisé ceci. Dans le rêve, les sourds entendent et les aveugles voient. Dans l'exil, les sourds entendent et les aveugles voient. Cela veut dire qu'à l'intérieur de l'intérieur, il n'y a plus de frontières. Nous approchons l'étrange rapport du rêve et de l'exil. 3. L'espace aussi se situe hors de tout agir et devient une réfutation de toute frontière. La boue, le sol, le lait coagulent leurs identités matérielles dans le monde en guerre. Il n'y a rien que la route, dit Ella Yevtushenko. Il est alors peut-être temps de se souvenir que le terme médiéval exil, exilié, issu probablement de la contamination d'exilium, exil, et excidium, destruction, a longtemps voulu dire aussi séparer, dévaster, détruire, faire mourir, et aussi la ruine. Cela de la fin du XIe siècle jusqu'à une dernière attestation de 1664. Le roman d'Énéas, vers 1160, dit « S'ils sunt livrés à grand exil ». 4. La temporalité est modifiée jusqu'à devenir la métaphore de la sorte d'existence qui est faite à la vie. Les actes et les actions sont exilés de leur propre capacité à désigner un temps des actes et qui soit seulement celui des actes. C'est là que réside la métaphore. Brecht disait qu'on est vraiment vainqueur que lorsqu'on est rentré chez soi.
Il pensait l'annulation de la circonstance par le retour. La circonstance est l'éternel retard du retour, le délai infini de l'actuellement prévisible. 5. Il reste le poème, le langage. L'exil est la condition qui réalise la circonstance dans le langage, qui la porte au langage, tandis que le poème est l'effectuation de ce langage. Le langage doit se comprendre comme un agir sur la langue, comme le disait Jacques Dupin et le pensait Édouard Glissant. Un dernier détour par l'histoire des mots nous révèle que le terme médiéval essilier, lorsqu'il est employé à propos de la langue, signifie écorcher la langue, la maltraiter. Si jamais l'expression phénoménologie de la guerre peut avoir un sens, c'est aussi dans ces poèmes ukrainiens qu'on peut la trouver et parmi eux qu'on peut la formuler. Merci beaucoup, Jean-Patrice. Et il va être question aussi d'exil, d'écorchure et de douleur dans les minutes qui viennent. Donc, comme je le disais, le numéro qui paraît, là, le 189, repose pour l'essentiel, en son cœur, disons, sur un dossier consacré à 10 poétesses palestiniennes. Et ce dossier a été conçu par Choki Abdelhamir. Et on a 4 minutes avant de se connecter avec Ramallah. Et donc, si tu veux bien, Choki, présenter le dossier. Oui, bonsoir. Rapidement, pourquoi ce dossier? Parce que, vous savez, l'actualité brûlante dans les territoires occupés, là, je n'ai rien à ajouter. Simplement, que cette situation brûlante, politiquement parlant, vient s'ajouter, pour les Palestiniens en particulier, à déjà une situation très critique, difficile, qui concerne toutes les femmes, toutes les poétesses arabes. C'est-à-dire faire face, comme vous le savez, à une société masculine, à une tradition, religion qui va tout à l'encontre de la liberté de la femme, l'émancipation. Or, on a un phénomène que moi j'ai repéré dans tous les pays arabes. D'ailleurs, il va y avoir tout un numéro spécial par la suite, mais je parle là du côté palestinien en particulier. Ce phénomène dit que aujourd'hui, l'art poétique arabe émane la nouveauté, la modernité, plutôt émane des femmes. C'est les poétesses qui, en quelque sorte, marquent l'évolution de la poésie arabe en général. Donc ça, c'est une remarque qui, les gens peuvent me contester, mais moi, je fais tout un numéro pour prouver ça. Et ces poétesses, comment ils ont trouvé, par quel moyen, quel est leur échappatoire? C'est leur corps, c'est l'amour. Alors, elle ne vous parle pas de causes, de grandes causes, de grandes nations. Non, elle parle de son amour, de son corps, avec une liberté, une force, une nudité extraordinaire. Et donc, pour les Palestiniennes, et en particulier notre poétesse aujourd'hui, qui est Neda, qui est une grande figure pour moi, elle fait face, comme elle dit, à 3 pouvoirs répressifs. La société masculine qu'on connaît arabe, la tradition, la religion, tout ce qu'on est, et en plus, l'occupation militaire. Et vous n'en savez pas grand-chose, parce que les médias ne vous disent rien. Peut-être elle va vous dire qu'est-ce que ça veut dire vivre aujourd'hui en territoire occupé sous la botte de l'armée israélienne et des colons. Je préfère la laisser, elle, parler. Merci.
Et donc, pendant que je me connecte, je me permets au nom de la revue aussi de remercier Mohamed Kassimi qui a assuré la traduction des poétesses. Alors voilà, on va espérer que ça marche. On va se connecter avec Nida. Alors là, ça ne vous a pas échappé que c'est plutôt moi. Il faut attendre qu'elle entre, oui. Il est un peu tôt, oui. Voilà. Et donc après, on a préparé la séance de cette manière suivante, enfin de la séquence, de la manière suivante. Elle va s'entretenir avec Mohamed, enfin elle va lire un texte que tu vas traduire, c'est ça? Et ensuite elle lira quelques poèmes et on pourra poser des questions. Et après qu'on l'aura entendu, vers 17h, 17h10, quelques membres du comité présenteront d'autres textes du dossier. Voilà. Peut-être dire un mot en attendant Nida sur l'importance de cette première sélection qui va précéder une autre anthologie des femmes poétesses palestiniennes, comme l'a souligné Chaouri. C'est qu'au regard du grand public aujourd'hui, la Palestine est représentée par la figure emblématique, la figure extraordinaire de Mahmoud Darwish, qui est l'arbre monumental, c'est vrai, mais qui cache toute la forêt de ce qui est en train de pousser en Palestine, notamment ces voix féminines qui ont émergé ces dernières années. Alors lui, dans les derniers jours de sa vie, pensait que la Palestine pesait trop lourd sur ses épaules et faisait oublier sa qualité de poète. Et là, on pense aussi qu'il y a cette figure tutélaire extraordinaire nous empêche d'entendre ces voix qui émergent aujourd'hui et qu'on a voulu faire entendre dans ce numéro-là, sans pour autant, bien sûr, déraciner l'arbre ou le cèdre qu'est Mahmoud Darwish. Merci. Okay, Nida, we're here. We cannot see you and we cannot hear you now. Okay. Bonsoir. Bonsoir à tous. So there's a lot of people now for you, not only me. Thank you. Merci. Merci, merci. Merci pour vous. So can you just tell us where you are now? Ramallah. Ramallah. D'accord. Ramallah. Alors, je crois, Nida, que vous avez préparé un texte que vous allez lire. Oui. You're going to read this text. Oui. And then Mohamed is going to translate it. Okay. No, a short salut en française. Allow me with my feeble French to just salute you in your language. So, bonsoir, monsieur, dame. Je voudrais tout d'abord remercier vivement le comité de rédaction de la revue Poésie, représenté par le rédacteur en chef, monsieur Martin Louis, et monsieur Olivier Chaudonceau, directeur de la Maison de la Poésie au Paris, ainsi que mes amis l'écrivain Mohamed Kassimi et la poète Chouki Abdelamir pour m'offrir cette occasion. D'autres parmi vous de mon présent à ciel ouvert à Ramallah. Dossier s'arrête ma pensée. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui est prévu, Mohamed? Tu lis le texte, celle qui lit son texte? Voilà. D'accord. Donc, Nida, vous pouvez, you can read your text now in English or in Arabic? I don't know. Yeah. And then Mohamed no, I'm will going to speak translate in Arabic. No, I can speak in Arabic, but later on we can just manage this conversation, this interview with you in any language that you want. Now I'm speaking my language. Allow me. في هذه الأمسية اخترت الحديث عن محورين إضافة إلى فكرتي عن الكتاب. الأولى تتعلق بالكتابة في ظل الحرب، والثانية
في علاقة الأدب والثقافة بالواقع بعد الحروب الوحشية انطلاقا من التجربة الأوروبية. Alors, Mohamed. Donc j'ai choisi ce soir de parler de mon expérience d'écriture durant la guerre. Et j'ai pas bien entendu ما سمعت نداء الجزء الثاني. الثاني يتعلق بعلاقة الأدب والثقافة بالواقع بعد الحروب الأوروبية انطلاقا من التجربة الأوروبية. Alors le deuxième aspect, je vais plutôt parler du rapport de la poésie au réel et à l'actualité à partir de l'expérience européenne. قبل هذا ولفهم مسار الحديث أود أن أقرأ هذه القصيدة بعنوان فلسطيني. Et pour commencer, je vais lire ce poème intitulé Le Palestinien. Donc, ce qu'on va faire, يعني تقرأ القصيدة كلها وبعدين أو نترجم فقرة بعد فقرة. Est-ce que tu veux que lire le poème en entier? Je le traduis. Hein? Voilà. تقرأ كل القصيدة وبعدين بترجم. ماشي? Ok, Mohamed. Donc, Ok, nous alors, allons Mohamed, lire d'accord. tout le poème en arabe et moi je vous ferai la traduction après. يطردك العالم دون أن يدرك أنك تحاول الدفء فقط، أنك لست منبهرا بالحكمة ولا بالعقائد ولا بسذاجة التاريخ أو الشروط المرجعية للعالم. لا يهمك أن تسمع الحكمة طالما لا تعرف أين تختبئ، بينما القذائف تسقط، بينما الرصاص يملأ ثقوب الكائن، بينما لا تعرف كيف يتصالح العالم والمرء هذه اللزوجة. جسدك صغير أمام العالم لأنه الحقيقة الوحيدة. الحياة تمحو قاموس الكلمات التي تولد بها وتقيد قدميك كي لا تركل. البرودة الآن حيث كان الدفء دائما. الصقيع لا علاقة له بالطقس ولا بالشغف، القنديل الذي ينطفئ فيك بك وأنت تنطفئ في العالم. لجسدك الآن وظيفة أخرى يدين له من يريد أن يصنع أساطيره. يخدعك العالم عندما يفتح يديه معا، كل مفترق فخ. يتحول العالم إلى رمل، بركة طين، وفي أحسن أحواله جثة تطل على العالم كأنها ستعود إلى كهفها في المساء. يخونك العالم كما لو أنه يخبئ الدمى أو يحرس الهاوية، كما لو أنه يشرح أشياء مزعجة بكثير من الرصانة، كما لو أنه يمسح الدمع عن حذاء، كما لو أن ارتعاشك أمام الموت خلل في الساعة البيولوجية، كما لو أن التشوهات في الحرب عيب خلقي، وأن جمع الأشلاء في كيس بلاستيك موضوع للتشوه الذي لا يمنع الحب في النهاية. كما لو أن طفلة بقدم مبتورة تنظر إلى قدم دميتها السليمة مجرد نقص يمكن ترويجه كحاجة لم تتحدد بعد، أو أنه كرم العالم في تقبل العيوب والسلطة في الحديث عن القبح لا تاريخ. تدين للعالم بالتجربة، يدين لك العالم بكونك فأر جدار وكتب الجثث في الأرض يقيم طقوسه دون أن يلتفت إلى المذبحة. حتى جسدك ينحى، حتى صوتك، لكنك تكتب تاريخا لصلاحية العالم. الحقيقة مفردة تالفة، الأخبار صراع على الوعي لا علاقة لها بما يحدث. تنبغ كل شيء حتى الذكرى. ليس للعالم غد ما سيحصل مفتي الذين نحبهم تنسديهم كما لو كانت تغطيها تحل. محمد. شكرا.
le Palestinien. Le monde te rejette sans comprendre que tu n'y cherches que la chaleur, que ni la sagesse ni les croyances ne t'éblouissent, ni la naïveté de l'histoire ou les règles qu'elle impose. Écouter des vérités t'importe quand tu ne sais pas où te cacher sous la pluie des obus, quand les balles transpercent chaque vivant, quand tu te demandes comment le monde s'accorde si bien avec la mort. Ton corps ne pèse rien face au monde, car il est la seule vérité. La vie efface du dictionnaire tous les mots qui t'ont fait naître et te lie les pieds pour que tu ne donnes plus de coups. Là où il y avait de la chaleur, il n'y a plus que le froid. Le givre ne vient ni du climat ni de la géographie, mais de cette flamme qui s'éteint en toi, toi qui t'éteins dans le monde. Ton corps a maintenant une autre fonction pour ceux qui rêvent d'en faire des légendes. Le monde t'abuse en tendant ses bras, chaque carrefour est un guet-apens. Le monde se mue en sable, marre de boue, ou dans ses meilleurs jours en cadavre qui contemple la terre comme s'il devait regagner sa caverne le soir venu. Le monde te trahit comme s'il cachait des poupées ou gardait le gouffre, comme s'il expliquait l'horreur avec un grand calme, comme s'il essuyait le sang sur ses bottes, comme si tes tremblements devant la mort n'étaient qu'un défaut biologique, comme si les monstruosités de la guerre étaient des maladies de naissance, comme si ramasser les corps en morceaux dans un sac plastique n'était qu'une aberration qui, en fin de compte, n'empêche pas l'amour. Comme si une petite fille, avec une jambe en moins, regardait celle intacte de sa poupée, considérant cela comme une lacune indéfinissable. Dans sa générosité, le monde tolère ce genre de défaut. On peut parler de la laideur, mais jamais de son histoire. Le monde te doit l'expérience. Le monde te doit d'être un cobaye. Et comme tous les cadavres dans les lits, il pratique ses rituels sans jamais se soucier du massacre, jusqu'à ce que ton corps s'efface, jusqu'à ta voix. Mais tu écris une histoire sur la validité du monde. La vérité est un mot caduque. Les nouvelles sont une lutte pour la conscience qui n'a rien à voir avec ce qui se passe. Et la guerre, elle avale tout, même la mémoire. Le monde n'a pas de lendemain. Il garde encore les vieilles clés. Les mains de ceux que nous aimons glissent entre les nôtres comme si elles étaient couvertes d'algues. Merci. So, Nida, can you hear us? It's okay? We don't hear you, actually. Yeah. Okay. Thank you. Alors maintenant, donc, Nida va nous lire un texte que tu vas traduire. Okay, now. وي نداء ممكن تقرأين من الآن النص اللي محضرته حتى محمد يبدأ بترجمته بعدك بس أيضا مثل القصيدة يعني We don't hear you. We lost you, actually. No. Maybe you could get out and get in? Try now.
اوكي عادة سأقرأ محمد وأحاول المتابعة. سيطرح عادة علي سؤال حول لماذا أكتب، وفي الحقيقة أكتب لأن الشعر هو حاجة حقيقة، لأنه طريقي وطريقتي. أكتب لأنني أحب ولأنني كائن حي. الشعر هو وجهي الحقيقي الذي أريد أن يبقى طريقة حياة. في الشعر هذا أنا أتحرك فيه هكذا أريد فيه أن أكون هكذا. ألو ألو Oui. On vous Can you voit. hear me? Oui. Will Muhammad translate right now? Or Muhammad, will you translate right now, or will you wait for me until I finish some lines more? Yes, sure. Sure. Good. أوكي. هنا في فلسطين نتمزق بين الكتابة عن الذات أو الكتابة عن القضية، لكنني أنحاز إلي أولاً لأنني أستحق كإنسان أن أرى. I deserve to be recognized. كان هاجس الأقرب والأوحد فيما يتعلق بالكتابة أن لا تتمكن اللغة من أن تحمل كل ما في لي، أن لا تتمكن من It's really difficult, Nida, because it's going in and out. So we'll have Mohamed read the translation of the text, and then we'll try to get in contact with you. I'm sorry about that. لكنني On me demande souvent pourquoi j'écris, et je réponds que j'écris simplement parce que la poésie est pour moi une nécessité vitale, parce qu'elle est mon chemin, ma voix. J'écris par amour, j'écris parce que j'existe. La poésie, c'est le vrai visage que je veux montrer au-delà de la condition ou du mode de vie qu'on m'impose. À travers la poésie, j'engage et je m'engage envers un monde que j'ai choisi d'affronter avec amour. Seul l'amour peut par nature défier le monde et soulever les questions les plus audacieuses, les plus subversives. C'est pour cela que je dis, toute question que je me pose est un engagement envers le monde. L'amour et l'engagement sont des terrains minés, tant en mots qu'en action, car j'ai fait de mon corps une machine de résistance totale. La poésie, c'est moi, c'est ma manière d'être et de me déplacer dans le monde. C'est ainsi que je veux vivre dans la poésie. Autrefois, j'étais armé d'un marteau. Aujourd'hui, c'est mon corps en entier qui est ce marteau. Dans la poésie, je recommence sans cesse, je bois le monde, la connaissance et j'écris cette expérience. Voilà pourquoi ma poésie est profondément charnelle. Elle naît du mouvement de mon corps dans le monde. On nous pousse souvent à écrire soit pour soi, soit pour une cause. Moi, j'ai choisi de parler de moi car je mérite aussi d'exister. Un journaliste français qui a écrit une biographie de Yasser Arafat m'a un jour demandé « L'occupation prendra fin un jour, mais que laisseront vos poèmes de vous aux générations futures ?» Dans ma poésie intime, vous verrez la Palestine, mais vous ne me trouverez pas dans une poésie qui parle uniquement de la Palestine. Ma seule angoisse en écrivant a toujours été que la langue ne puisse contenir tout ce que je ressens, qu'elle ne parvienne à exprimer tout cet amour, ce doute, cette folie, cette révolte, cette peur, ce défi, ces fissures, ces cicatrices, cette fougue et ce désir. J'ai toujours craint d'atteindre un silence qui ne serait plus poésie, et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Non pas parce que la langue est insuffisante,
mais en raison de la guerre, de ce génocide perpétuel dont nous sommes les victimes. Car la poésie recueille les blessures profondes de l'histoire, mais le corps palestinien, avec toutes ses souffrances, qui deviendront à leur tour histoire, parle plus fort que tous les poèmes. Quel poème pourrait être à la hauteur de ces corps de 30 kilos placés dans des sacs en plastique que doit porter un fils ou une mère? Quel poème est plus puissant que l'image d'une petite fille amputée regardant la jambe intacte de sa poupée? Quelle éloquence pourrait surpasser celle des gens brûlés vifs? Ici, le feu n'est pas celui de l'amour qui apaise, c'est le feu de la haine. En littérature, j'aime rappeler que l'Occident a aussi traversé des guerres sauvages, des périodes d'obscurité plus violentes que celles que nous vivons aujourd'hui. Il n'aurait pu traverser ces épreuves jusqu'à maintenant sans les efforts de ses penseurs, de ses écrivains et de ses poètes. Cette grande expérience de la douleur mérite d'être étudiée et partagée. Le philosophe français Michel Serres parle de l'échange des biens et de la culture. Si vous avez un sandwich et que j'ai 1 euro et que je vous l'achète, alors à la fin de cet échange, j'aurai le sandwich et vous l'euro. Est-ce un échange équilibré? Non. Mais imaginez que vous possédez un poème de Verlaine ou que vous connaissez le théorème de Pythagore, alors que je ne sais rien de tout cela. Si vous me les enseignez, j'acquiers le poème et le théorème et vous les gardez aussi. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un simple échange, mais d'un enrichissement. Car tandis que les biens se consomment, la culture se transmet sans limite. Je le dis, l'avenir appartient à la culture. Merci. Nida, do you hear us? Very good. Thank you very much, Mohammed, for this translation. That's superb, actually. Now we'll move to next maybe phase of this meeting. Maybe you want to ask questions, or you want me to read some poems. I don't know, whatever you want. Well, both. We will have a small discussion, if it's okay for you, and read some poems. Yeah. Some poetries. Okay. Yeah, of course. Est-ce que tu veux poser une question à Nida? Une question, oui. مساء الخير نداء. مساء النور أستاذنا. نداء أولا مرحبا بك في مجلة شعر، مرحبا بك في بيت الشعر، مرحبا بك في باريس وفي العالم. أشكرك جزيل الشكر. J'ai dit à Nida d'abord bienvenue ici à la revue Poésie, à la Maison de la Poésie, bienvenue ici à Paris et dans le monde. Eh bien, سؤالي أنت نشرت ديوان عنوانه أنا لا أعرف الشعر. أنا أريدك أن تحدثينا عما لا تعرفينه في الشعر الآن. Elle a publié un recueil qui s'appelle « Je ne connais pas la poésie ». Donc, je lui ai dit de nous parler de ce qu'elle ne connaît pas en poésie. Oui. Oui, mais il va falloir que tu traduises, parce que... Ah oui, je vais traduire ce qu'elle dit, oui. Oui, yallah, Nida. ننتظرك كلمينا على ما تجهلينه في الشعر. في الحقيقة أنا من قال أعلم فقط جهل، وهذه حكمة عربية. ما سمعتك مقطع، ارجعي مش بسرعة. الإنترنت ضعيف هنا، ولكن أحاول. وي. في الحقيقة هناك حكمة عربية تقول أن من يقول عرفت فقد جهل.
Il y a Maxime فما Arabe, بالك il y a عن Maxime الشاعر Arabe qui dit que celui qui dit moi je connais et il ignore en effet. Oui. Oui. فما بالك عن الشاعر عندما يعني يدعي أحدهم أنه يعرفه. لو عرفنا الشعر لما كتبه أحد لتوقف عند تلك المعرفة. Alors, نحن نتقن ما لا نعرف. oui, alors comment pour la poésie, si quelqu'un connaît la poésie, alors pourquoi il écrit? On écrit pour découvrir ce qu'on ignore. Oui. فبالتالي لو عرفنا الشعر لتوقفنا عن كتابته. أما هذا المجهول الجميل، هذا الصدفة، هذه الصدفة التي تكتب بيد قوة أعلى، فجمالها يكمن في عدم معرفتها. عدم المعرفة تتيح لنا أن نذهب إلى أبعاد أخرى، أبعاد غير مكتشفة، وبهذا يضيف كل واحد منا شيء إلى هذا الشعر، وبالتالي يستمر. Cette ignorance nous conduit chacun à creuser, à découvrir, et ce qu'on découvre va enrichir ce qu'on appelle poésie, donc chacun apporte son lot. Merci. Shukran. Nida, yesterday you told me there was a great desire of poetry between you and your friends. Can you tell a little more about that? About this desire? A desire? Of poetry. You told me yesterday that there is a great desire of poetry, that everyone is trying to write poems and to send poems. That's what you said. Yeah. Everyone wants this action, but I know that a real poet actually is living in solitude. He doesn't want anything. He wants to write only. But when poetry becomes the place where we put our wants, our souls, our thoughts, we want others to read that. I usually make this short by saying, you look at my world through my words. And if you are interested in knowing me, just read me. And this is why poetry is there, and this is why poetry is being spread everywhere is important. It is a mirror of the soul. It is a mirror of the whole of the words that are unknown for you, and you might have a stereotype image about them. So to know others, just read them, and nothing better than poetry to introduce people to each other. Merci beaucoup. Donc, pour connaître mon monde, lisez mes mots. Pour connaître le miroir de mon âme, lisez mes mots. Et pour nous connaître, lisons nos mots, nos poèmes. On pourrait finir, we could end this session by reading two other poetries. You're okay with that? Do you want to read the bathroom? Yeah. Do you want to read the bathroom? How did you know? Well, because you said. How did you know? Because I translated it. I sent it among many. So and I didn't tell you that I'm gonna read it, and that it is astonishing actually that you knew that I'm preparing that. Yes, I'm preparing that. Okay. I confess. I admit. And I will read the translation. Okay? So you read it in Arabic, and I will read it. Okay, right. في حمام البيت الأستاذ دولابان. This is the poem. في حمام البيت مثل ردفين مكتنزتين، وأن تكلم أظافرها وتحرق عنتها وتفركها بالشبة والليمون وتطيبها بماء الورد. في حمام البيت يسيل معطف الجلد حلم C'est difficile, Nida. مؤلم. Je crois que je vais le lire en français, Nida. Ouais. I'm going to read it in French. Okay. بيتي حتى أفكاري امرأة أوكي يمكن لامرأة أن تحتفي بها كما لو أنها ملكه. Okay, thank you.
Dans la salle de bain. La femme peut se défaire de ses entraves, les règles sacrées, elle peut les nettoyer, la façon dont elle se lave les fesses, la façon dont elle se coupe les ongles, la façon dont elle se rase les poils du pubis, la façon dont elle le frotte avec de la pierre d'Alain et du jus de citron, et la façon dont elle le parfume avec de l'eau de rose. Dans la salle de bain, le derme fond plutôt comme un mamelon dans la bouche. Dans la salle de bain, le rêve de la femme est aussi innocent que le sel, aussi simple qu'une opération des amygdales, aussi douloureux que des règles, mais sans le moindre danger, aussi vite qu'une chaussure qui ouvre sa gueule comme un sac poubelle après la guerre. Ça plonge ses doigts dans son corps, créant des ondes artificielles dans le verre et des tremblements de terre dans les bulles. Mais comme une bulle, son rêve va probablement s'accrocher à la peur avant d'exploser. Dans la salle de bain, le plafond est un public. La femme peut bien chérir les idées d'autres personnes sur la liberté comme si elles étaient les siennes. Dans la salle de bain, les femmes peuvent bien lever la tête vers le ciel, comme Ulysse l'avait fait, mais pas pour toujours. Juste pour vous dire que le poème que Nida vient de lire illustre ce que j'ai dit tout à l'heure, comment ces femmes poétesses essayent à travers des poèmes comme ça. Vous avez une idée, elle est à Ramallah, avec tout ce que vous connaissez comme environnement social, militaire, tout ce que j'ai vu, elle parle d'un poème comme ça. C'est ça le défi que elle le montre bien, mais beaucoup de femmes poétesses, un peu comme des textes pareils, essayent de faire face. So, Nida, we are going to read a last poetry. Mohamed is going to read it, and then we will say bye. Je cherche un poème pas trop long. Je prends au hasard. Oui, c'est un recueil. C'est le premier recueil de Nida Younes paru il y a un an que j'ai traduit avec le titre « Je ne connais pas la poésie », préfacé par Adonis et paru aux éditions Almanar. Les quais parisiens ignorent les règles. Pardon. Dentelle. Les quais parisiens ignorent les règles de grammaire. Ils n'ont pas vu les habits des paysans couverts de boue, ni les paniers d'osier. Ils n'ont pas été piétinés par les vaches qui ruminent lentement une herbe rare. Ils n'ont pas tenu la main des roseaux du sud. Leurs rives n'ont pas enduré le sable. Les quais ignorent les sources. Ils ne savent pas traduire la soif des lacs. La rue bordée soigneusement d'arbres, surmontée d'étoiles lumineuses et aveugles, n'a pas été empruntée par des va-nu-pieds, ni par ces charrues qui traînent les désirs. Là où la fille a trébuché juste au milieu de la voie, là où le policier enquête sur les infractions, là où une dame octogénaire ramasse des feuilles de coca pour prendre des croissants dans une petite boutique, dans une longue avenue dont on a effacé le nom, elle n'a pas pu vérifier si le trottoir était droit. Le fleuve n'a pas appris à l'école le nom des combattantes. Il ne sait pas écrire une seule phrase dans le cahier des saisons, mais il peut, avec une paille, dessiner les visages des filles qui s'y sont suicidées. Alors j'ai demandé à Nida si elle voulait bien vous lire un tout petit poème qu'elle m'a envoyé hier. Juste une phrase, dit-elle. Ok.
we want to know this sentence, Nida. And the event right now, yeah. الحضور في Non, c'est très mauvais. it's a great honor. Nida, je vais lire. I'm going to read this poetry in French, and we will say goodbye, and we'll keep in touch. Okay? I read this poetry, then we will say all together goodbye to you. Okay? Ce poème, donc, c'est un poème inédit qui s'appelle Havre, qui est tout court. C'est 3 distiches avec un petit quatrain au milieu. Et le commentaire, parce que souvent Nida ajoute un commentaire en note, dit « Il s'agit du chaos organisé dans lequel le temps, le désir et le corps s'effondrent dans une relation indistincte. Plus rien n'a désormais son visage habituel. Havre. Avec des épines, je punis mon corps. Avec des épines, je le défends. Je suis la dernière tournée de l'ivrogne, cette tournée que personne ne paie. La tortue du temps est confinée chez elle. Je ne me réfère pas à ce moment comme à une forme de présence ou d'absence, plutôt comme à un havre que mon désir a creusé pour lui-même. Je veux être à la fois le poème et la flèche, et ce chevauchement a lieu. Thank you so much, Nida. Thank you very much. And be safe. Voilà, on va interrompre la communication. C'est un peu difficile de l'interrompre sans qu'elle puisse nous saluer, mais je lui dirai que... Est-ce qu'elle a entendu? Je sais pas. Je peux pas te dire. On lui dira. Ça n'a pas l'air de... Non, sa connexion est très très faible. Oui. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Bye bye. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Bye bye. Merci beaucoup. Voilà, et merci à vous de votre patience. C'est des situations qui, enfin, disons, la dimension dramatique de cette existence est rendue encore plus compliquée, émouvante par les conditions matérielles de la transmission. Voilà. Alors, on va revenir un instant au dossier avec des amis de la revue, puisque donc on s'est un peu distribué, pour ainsi dire, entre nous, quelques-unes des poétesses, des 10 poétesses que Chokri Abdelhamir a sélectionnées et que Mohamed Kassimi a sélectionné avec lui et traduit. Et donc, si Marielle veut bien venir. C'était très bouleversant d'entendre cet échange encadré par 2 phrases, « We lost you » et « Be safe », et de voir le visage presque clignotant de Nida Younis et la grandeur considérable de sa poésie. Alors moi, sans avoir aucune sorte de connaissance de ce champ poétique, j'ai lu le dossier et choisi de vous lire 3 poèmes de Raja Ghanim, qui est une poétesse palestinienne née à Damas en 1974, qui est née dans une famille de réfugiés palestiniens, qui a commencé à écrire dès l'âge de 15 ans pour des revues, qui a déjà publié 3 recueils et qui était présente il y a 2 ans en français dans l'anthologie composée en 2022 et publiée au Seuil par Abdelatif Lahabi autour de la jeune poésie palestinienne, où Raja Ghanim parlait déjà de la terre commune intraitable. Et les poèmes que j'ai choisi de lire font résonner des mots qu'on a déjà entendus plusieurs fois et qui sont comme des mots à la charge
de substance, de concrétude et d'âme très très puissante. L'âme, le corps, l'amour, le manque. Le mot suicide qu'on vient d'entendre y est aussi présent. Le premier poème s'appelle « Amour interdit » dans votre traduction, Mohamed. Notre amour est interdit, semblable à notre pays qui interdit les rassemblements de plus de 10 personnes en public. Nous ressemblons à notre pays qui nous ressemble, le pays qui craint les rassemblements et celui-là même qui enterre l'amour. Deuxième poème, Devoir à la maison. Je pleure de joie avec mes larmes, avec mon eau qui coule au rythme d'une chanson. Je marche avec les paysannes italiennes de Sanremo pour gagner l'autre versant de la montagne, là où se trouve le fromage salé et le mûrier aux baies rouges, où la mer respire tout son sel et fume sa dernière cigarette de la journée. Troisième poème, Notre ami, la guerre. Nous nous lions d'amitié avec la guerre, plus nous la sanctifions, car elle est notre première mère depuis l'âge des cavernes. Elle est l'empreinte digitale et l'appel du vent. Nous nous lions d'amitié avec la guerre pour connaître la vraie couleur de notre peau que la civilisation a déguisée. Nous nous lions d'amitié avec la guerre pour nous convaincre que nous sommes encore au seuil de l'histoire première et craignons d'y entrer. Il suffit que nous marchions main dans la main parmi les ruines des quartiers et des maisons abandonnées. Il suffit que nous aimions en temps de guerre pour retourner à la source première, boire et oublier que nous serons les tués à la une des journaux de demain. Et un dernier poème que je ne vais pas lire en entier, Cadavre. Je savais que la mort était toute proche. Il lui suffisait de traverser la plaine qui nous séparait, éviter les fleurs sauvages envahissantes du printemps et les questions disséminées telles des mines guettant l'occasion de faire la fête et me rejoindre par une langoureuse après-midi. Sur un trottoir neutre, quand annonceront-ils l'annulation de l'automne? Tant de portes que je frappe sans qu'elles s'ouvrent. Seule celle de l'enfance reste entrebâillée sur un sens qui ne s'éteint ni ne s'embrase non plus, la pureté. J'ai appris la haine tout récemment. Depuis quelques jours ou heures, elle s'est insidieusement infiltrée d'un petit grain dans la poitrine. Et quand je me suis réveillée ce matin, elle nichait déjà sur les murs et ainsi, très vite, je me suis aigrie. Je suis un lac et tu es une barque. Entre nous, une grande harmonie et amitié, mais aussi une scission des éléments et de leurs noms, eau, bois. Comment secouer le spectre de ton absence? Je guette dans le jardin les traces de ses pas pour calmer la peur des voisins et nourrir de ma poitrine la mésange du chagrin. Parfois je sors et laisse la porte de derrière ouverte au cas où tu viendrais. Des milles nous séparent, mais comme d'habitude dans mes calculs, j'ai évalué la distance entre nos deux âmes. Ce jour s'enfonce dans les gémissements, contrairement à ses habitudes. Il me transmet des signaux, une légère douleur que me causent les chansons de Fayrouz. Aimez-vous les uns les autres, quittez-vous les uns les autres. Qui restaurera la grotte?
Quand je t'observe tailler ta barbe, je comprends comment la montagne s'incline et où s'envole le jardin. Un homme élégant qui ne s'habille que chez les grands couturiers, son épouse couve la journée avec lenteur pour que le repas du soir soit à la mesure des déceptions. Ses effets sont précieux et coûteux comme son épouse. Quant à moi, je suis une femme qui sied à l'ombre. Chaque fois que les roues du train s'ébranlent, j'étouffe. Que se passerait-il si toutes ces mains me faisaient signe ? Le soir est l'ennemi des vieilles dames. Elles le bercent sur l'épaule de l'absence pour que brille le soleil comme il faut. Le soir est l'ennemi des vieilles femmes. Mais quel est mon lien alors ? Quand nous sommes-nous vus pour la dernière fois ? Devant la porte de l'université, quand tu me gênais en me tenant la main, ou à la librairie Mesalon, où nous nous querellions longuement au sujet de Tchekhov et Marquez. Peut-être étions-nous au café Naufara, celui qui nous reliait au fil du ciel. Quand nous sommes-nous vus pour la dernière fois ? Qui suis-je ? Qui es-tu ? Raja Ghanim. Jean-Patrice Courtois a décidé de jeter son dévolu, pour ainsi dire, sur Jadal Al-Qassim. Oui, donc Jadal Al-Qassim est une chercheuse et poétesse palestino-syrienne qui est née en 83 dans la capitale bulgare, Sofia, d'une mère syrienne et d'un père palestinien. Alors, il nous a été demandé de dire une chose qui justifie le choix qu'on a pu faire. Alors, avant de lire les 3 poèmes que j'ai choisis, je vais peut-être dire la chose suivante. Quoi que nous voulions, quoi que nous pensions, quoi que nous aimerions, quoi que nous croyions, quoique quel que soit et quel que soit quoi que ce soit, Dieu est dans le langage. Et Dieu est un effet du langage. Voici la raison que je peux vous donner pour lire quelque chose, dont le premier poème, Entre nous. Je surveille Dieu chaque jour. Je le surveille alors qu'il va à son travail et qu'il rentre chez lui, au marché parmi les vendeurs ambulants. Je le surveille quand il cuisine pour les enfants, lave les vêtements miteux, range sa maison, va voter, regarde le journal télévisé, paie le loyer du taudis. Je le surveille quand il regarde, tremblant de peur, le policier et tente de cacher son visage et son corps et qu'il compte ses années passées à la prison. Je le surveille quand il entonne l'hymne national par cœur. Il se met au garde-à-vous pour le drapeau, acclame le président candidat unique et applaudit les trafiquants et les nains. Je le surveille et il ne me voit pas, la tête baissée, le regard perdu. Je surveille Dieu depuis de nombreuses années, alors qu'il vit comme un cadavre. Évolution. Voilà que je t'aime, une femme frôlant l'impossible, joyeuse comme un grain de blé devenu pain, comme une harde de biches traversant la rivière, et s'attristant comme un nuage égaré, et errant comme un champ de violettes. Indication. Je t'aime, tout ce qui se passe dans l'univers indique ton amour. Les forêts qui brûlent, le coton blanc dans le cahier de l'azur, les baleines qui n'avaient que les prophètes, et les requins indiquent ton amour, les guerres, les morts et les blessés, et les voix de la liberté dans les prisons, les hymnes nationaux, l'identité des étrangers, les ivrognes comme le blé s'inclinant avec le vent, les grappes de raisin qui fermentent dans les jarres du temps, détails ordinaires, détails visibles qui indiquent ton amour, les histoires des amis, les anniversaires, la lumière qui émane du désir des amants, l'espoir dans la douleur de la déception,
la rosée sur les feuilles de l'arbre illusoire, à côté de la rivière imaginaire, tous ces rêves qui partent sans retour, mes 10 doigts, les royaumes des fourmis, les réserves de miel, les cours de mathématiques et des nombres, la géométrie, les filles, les adolescentes, les années qui passent sans graffiti sur un mur, les gènes perdus en vain, la poésie et les mots, les leçons de musique, les bons petits plats, tout indique ton amour. Et moi seul, dans cet univers, je l'indique. Je recours à toi pour préserver mon existence. Tu es mon droit à la vie. Eh bien maintenant, j'appelle Claude Mouchard et Tiffaine Samoyo, je ne sais pas dans quel sens vous venez tous les deux, qui vont lire des poèmes de Colette Abou Hussein et peut-être aussi de Nathalie Handal. Tu dirais un mot, c'est ça? Oui. Tiffaine Samoyo. Oui, donc nous allons lire, Claude et moi, 2 poèmes de Colette Abou Hussein, qui est aussi une poétesse palestinienne en exil. Je devrais dire qui était, puisque née en 80, elle est morte en 2018 d'une grave maladie. C'est une poésie vraiment très intense et très, très dure, vous allez entendre. Surtout le premier poème, celui que je vais vous lire maintenant. Et après le second, j'aimerais dire quelques mots de conclusion. Je voudrais aussi en profiter pour remercier Mohamed Kassimi pour ses traductions qui sont très fortes, qui nous permettent d'accueillir aussi ces poèmes. Et j'aimerais bien relever ce truc parce que c'est un peu bas. Donc ce poème, le premier poème que je vais lire s'intitule « Fosse commune ». L'idée de la mort m'habite comme un nouvel amour, elle m'habite comme la main d'un étranger. Je lui laisse la lumière allumée chaque nuit, car la mort, comme moi, a peur du noir. Les morts n'ont jamais quitté ma vie, seuls les vivants l'ont fait. Ils disparaissent au bout du tunnel, non pas parce qu'ils cherchent la lumière à son extrémité, mais parce qu'ils aiment l'obscurité. Mes amis, mon cœur est une fosse commune et notre relation un crime pur. J'observe la pluie depuis une petite fenêtre qui donne sur le néant et l'absence. La pluie, ce sont de petits diables. La pluie, ce sont de petits diables qui fouillent mes maladies insensibles au Prozac et au Xanax. Je refais mes nœuds noirs. Je pense à quel point le monde serait rassurant pour moi si toutes les mères mouraient, les mères des autres, pour que nous devenions tous orphelins et endeuillés. À quel point le monde paraîtrait un espace blanc et propre si j'enlevais tous les nouveau-nés et les enfermais dans une forêt. Tout le monde sera stérile et sans enfants. La scène sera belle quand je mettrai tous les amis dans une cage de fer et les regarderai avec une joie se dévorer les uns les autres. Puis j'enterrerai mes amis dans des fosses communes. Et je dormirai. Je me couvrirai de noir et de chagrin et je m'endormirai comme une vieille sorcière. Et je n'ai pas encore décidé si je dois me trancher les veines ou me suicider d'une overdose avec les calmants périmés, que je n'ai pas pris depuis 1 an. Ce n'est pas de la pluie qui tombe sur nos têtes, ce sont les larmes des anges emprisonnés au paradis céleste. C'est la tristesse de ceux qui ont perdu leur vie dans le juste, sans jamais essayer une fois d'être fautifs et coupables. Ce sont les larmes de ceux qui ont oublié que le monde vomit sa haine noire et ne se soucie pas du sang versé chaque jour.
liberté. Quand la première plume de mes ailes est tombée, je l'ai laissée par terre. Les autres plumes, pareil, l'ont suivie. Elles sont tombées les unes après les autres. Je n'ai pas bougé. Je regardais simplement mes ailes se transformer en extrémités avec 10 doigts qui ne savent voler que sur le papier. Je ne suis pas fille de mon âge. Une vieille femme m'a donné naissance. Je suis venu attacher un ruban blanc dans mon cœur. Et je cache ma joie pour les ténèbres qui arrivent à coup sûr. Je retiens les lamentations des vieilles sur ceux qui sont partis, des chansons de veille. Et je mets un grain de raisin dans un morceau de pain et je le mange chaque fois que je veux me rappeler le goût de ma mère. Il me visite chaque nuit. Il répand des feuilles de houx desséchées et du camphre sur mon lit. Il me fait un clin d'œil malicieux en disant « Je te verrai demain ». Ainsi, la mort s'amuse avec moi pour partir et laisser le fantôme de ma mère veiller sur mes rêves. Je crie « Maman ?» et la mort répond « Oui ». Je lui demande « Le ver qui a rongé le cœur de ma mère, m'aimait-il comme elle ?» La mort serre les dents et nous sombrons tous deux dans l'obscurité. Je voudrais juste dire un petit mot pour conclure cette lecture de cette poétesse. Donc, je rappelle son nom, Colette Abou Hussein. Puisqu'il était question d'oiseaux dans ce dernier poème, Liberté, et que dans plusieurs des poèmes de ces poétesses palestiniennes, il est question d'oiseaux. Et je me suis formulé que, premièrement, il n'y avait pas de féminin à migrateur. Voilà, je dis juste ça pour le soumettre voilà, à toutes et tous. Qu'il fallait en trouver un. Voilà, donc on peut dire migrateuse sans doute. Et deuxièmement, on peut avoir l'impression en effet que l'oiseau ou le migrateur, qui a tant à voir avec le poème, Marielle l'a montré dans un livre, on l'a montré aussi dans un numéro de poésie, eh bien, il y a des oiseaux qui, comme dans le poème de Colette Abou Hussein, ne peuvent plus voler. Et ça m'a donné envie de mettre en relation ces deux poèmes très graves que nous venons d'entendre avec un petit poème documentaire de Fabienne Raffo dans Parce que l'oiseau, qui évoque ces oiseaux pris au piège. C'est très court. C'est une tendrie au filet japonais. Le filet fait 700 km de long. Il court sur la côte méditerranéenne entre Gaza et la Libye. C'est l'un des principaux couloirs de remontée vers les sites de nidification. Les oiseaux viennent de traverser 500 km au-dessus du désert. Ils sont piégés par dizaines de millions. Merci beaucoup Tiffaine et Claude, Tiffaine Samoeo et Claude Mouchard. On va donner la parole pour une dernière lecture à Mohamed Kassimi, puisque, comme le disait Tiffaine, c'est grâce à lui que nous avons ces traductions. Je salue d'ailleurs, parce qu'il est dans la salle, Philippe Tancelin, qui est le traducteur, qui est un des traducteurs de Nina Younis, à qui on doit de belles traductions. Mohamed, si tu veux bien lire le poème de Nina. Pour conclure, je est une autre. Voilà, on retrouve le féminin là. C'est pas... Je peux porter ta cravate, celle que tu as à ton cou, prendre tes mains, ta voix, comme je peux m'attabler aux deux magots, saluer tes amis et engager un débat comme nous savons faire, nous les Arabes.
sur notre manière de graver nos noms partout, car nous sommes persuadés que l'éternité doit s'incarner derrière nous, sur nos cicatrices et nos failles qui courent vers un passé dont nous attendons qu'il s'incarne en nous comme une respiration artificielle, sur le pays que nous portons dans nos valises et qu'on a peur de perdre dans les aéroports, ou qu'il soit dérobé par des voleurs des trains de marchandises, et que nous avons été contraints de troquer contre un paquet de cigarettes ou un joint de hashish, ou l'abandon de ce pays pour pouvoir passer les portiques de sécurité. Nous avons dit « Tu ne dois pas ressembler à toi-même si tu veux être toi-même ». D'où cette phrase d'un poète « Je ne pourrais pas marcher des années après la rupture, aveugle dans les rues de Bagdad, avant de se taire ». Les cartes postales qui n'arrivent pas à cause d'une erreur sur le nom ou l'adresse, ou les amoureuses qui émergent de sous la peau de la trachée artère ou de la poche intérieure du manteau, et pareil à la carte d'identité, peuvent dire qui tu es, comme il m'est possible maintenant d'enfiler ton pyjama et de dormir. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Et pour conclure cette séance, nous avons la joie d'accueillir Leda Mansour, poétesse francophone née au Liban. Leda, c'est à vous. Ces poèmes s'inscrivent dans la section de la revue qui s'intitule Exil-Asile. Je vais vous lire deux textes, L'archéologue et Décalage. L'archéologue. Pour construire un pays, faites un mélange des matières premières. La première des matières est la fabrication des illusions. Dans un pays à détruire, on n'est pas des fabricateurs, mais bricoleurs, tout simplement. Nul besoin de fabriquer, on raccommode. Je cherche l'archéologue. Où est-il ? D'habitude, un archéologue ne se cache pas. Il cherche ce qu'on lui a caché. Que lui a-t-on caché ? La fouille n'est pas facile. Les trous sont profonds. Le temple est invisible. La terre est indivisible. L'externe est à l'extérieur, mais l'interne n'est pas à l'intérieur, il est abstrait. La bataille est abstraite et nous en sommes conscients. Et vous en êtes conscients. L'archéologue frôle une pierre. L'enfant lance une pierre. L'archéologue touche une pierre, porte un gant et son outil de travail. Ses yeux brillent, il l'a trouvé. L'enfant ramasse la pierre, la jette, loin, très loin, plus loin que les yeux de l'archéologue. La pierre dépasse le site et la fouille continue éternellement. D'où vient cette pierre ? Quelle est son origine ? Avant le Christ, pendant le Christ, après le Christ, lesquels des Christ ? La pierre passe et blesse la tête du soldat. Ce dernier saigne. Ce dernier est-il le dernier des soldats ? L'enfant court. Cours, mon enfant, cours, car le dernier des soldats n'est pas encore né. À qui ce mérite ? L'archéologue continue à chercher, de chercher. L'enfant continue son chemin. Le soldat soigne sa blessure. Seule la pierre ne bouge plus. Elle reste là. Elle sert de matière première et aux fabricateurs et aux bricoleurs. Décalage. Le ciel n'abrite que la disparition. La présence n'est que cachée, invisible. Une apparition sur terre, apparition qui ressent les murmures des larmes, entend le chuchotement de la douleur. Il n'y a que toi, que toi.
Y aurait-il quelqu'un, même très loin, qui reçoit les signes de ton désarroi ? Personne. Organise alors ta vie à cette mesure-là. Arrange tes jours sur le mode de l'absence. Une mélodie unique. N'attends pas d'autres rythmes. Continue ta vie sans ciel ni terre. Ce ne sont que chimères sous forme de corps humain. Seuls les mots peuvent t'abriter. Ils t'entourent tendrement avec un long baiser, comme une mère qui t'a toujours aimé, n'a aimé que toi et n'avait enfant que toi. Va-t'en, recouvre-toi de leur douleur exquise. Protège ta douleur à travers eux. Pars à leur écoute. Il n'y a d'âme que dans les mots. Ton sourire serait signe de leur amitié. Invente-les, réinvente-toi. Joue avec le vent, mais cause avec le nuage, car le vent et le nuage hébergent des lettres. On me dit toujours de dire le contraire de ce que je vois. Comme vivre face à une photo à commenter. Tes mots ne sont pas tiens. Décalage, j'écris ton nom avec des lettres capitales. Je vais te coller sur la porte de ma maison. Je vais te forger des petites lettres minuscules accrochées sur ma chaîne en or. Beau collier autour du cou, de mon cou. Décalage, tu es tempête contre laquelle je ferme mes volets pour protéger mon sommeil. L'air doux pénétrant mes journées de week-end ensoleillées. Tu es la 4e des pages des livres en attente de lecture. Tu es une note décalée de ma musique orientale, note au coin de mon répertoire occidental, rock, pop, jazz, rap, accent difficile à repérer d'une étrangère. Tu es le ré de résidence quand on te demande de te placer pour mieux te placer dans une carte de résidente. Décalage. Comment t'aimer et tu es seuil d'une solitude volontairement creusée. Décalage jusqu'au vertige, jusqu'au médecin, jusqu'au psy. Je t'ai creusé trou de ma vie, à fouiller un gros mot qui fait mal à la tête, sans merci. Rigide, je t'écris sur le mur de ma chambre. Léger, je te porte comme une robe d'été. Mais décalage, tu n'es pas ma plus belle robe d'été. Tu n'es pas mes meilleurs tissus. Frisé, tu es décalage, dégriffé et sans marque. Décalage, je te bois alcool fort, jusqu'à l'évanouissement. Vertige désagréable, ivresse méchante, mort sans mourir. Je te vomis à 5 heures du matin, mais je te vomis dans les toilettes. Il n'y a que là que tu existes. Comment pouvoir s'en sortir et pousser les frontières pour se mettre dehors ? Hors du beau cadre, très joli cadre où la photo familiale se trouve embellie, ornée, où les détails de visages souriants se trouvent dessinés par ce toujours beau cadre. Sors de là. Oui, sortons. Poussons les portes plus loin que le navire. La porte s'est ouverte éternellement. Elle ne peut plus se refermer, elle ne le peut plus. Cela ne peut pas m'empêcher de te haïr, décalage, de te penser horrible, de te penser pauvre, malheureux. Parfois, cela fait du bien de te penser heureux, sans vouloir te savoir, ni heureux, ni malheureux, car de toi, décalage, je n'en veux plus. Ce qui vient s'évapora dans le vertige de la vie quotidienne. Et marcher dans la forêt pousse très loin la déliaison avec toi. La nature te remplace. Fleurs, arbres, sable mouillé. Parfois, des petites gouttes de pluie d'automne. Cela, vraiment, te remplace beaucoup. Décalage, tu es dans les couloirs de l'école laïque, un directeur adjoint murmurant un alphabet phénicien. Toi, l'apatride, déjà, vous n'êtes pas utile pour votre pays. Que faites-vous chez nous, étrangers ? Partez. Aleph pour insulter, Z pour rendre gauche l'oreille droite. Les échanges se font dans des couloirs à accès unique, ce pavé cassé sous des semelles militaires. Rejoignez vos classes par les fenêtres, gardez-les ouvertes, et l'insulte se mélange avec le vent. Bouquet dont nous sommes fiers, nous ne faisons que pas qu'éduquer les générations. De cet alphabet, vous n'en voulez plus. Mais quand, au détour d'une rencontre non désirée, on ravive dans vos profondeurs une poésie conjuguée sur un mode arabophone. Une langue d'une douce folie, celle-ci qui se place dans une couche pliée de votre cerveau. Vous l'avez courbée pour que les lettres se brisent un peu, que l'encre coule, tout devient flou. Flou rangé dans une des couches de votre crâne. Brusquement, le flou se recolle. Un vers de poésie par là,
Un vers par-ci, la couche se déplie, s'ouvre avec un retentissement étrange, se déplie, tambourine, fait remonter les lettres vers une couche supérieure, plus proche de vos oreilles, à proximité de votre capacité olfactive, votre langue se délie. Toute arabe, les mélodies sortent. Rejoignez la route vers ce crâne, un jour à gauche, un autre à droite, en bas, en haut. Ce jour-là, ça parle arabe. Le hasard fait que ce cercle crâne, oreille, nez, bouche, crâne se boucle. Il attire les sons. Les deux se croisent dans le moment où s'évase votre corps. C'est dans le crâne où ça se passe, mais c'est dans votre dos où ça tremble. Un doigt appuie sur le côté gauche de votre épaule, très proche de votre nuque. Un seul doigt appuie. C'est plus qu'une encre qui coulera. On vous demande de retourner la tête à droite et la sonorité arabe vous souffle un cycle de respiration sans quoi vous êtes souffle coupé. Celui-ci, vous ne le coupez pas. Celui-ci, il revient, flambé contre toutes les couches pliantes de votre modération cérébrale. Comment quelqu'un qui réveille la poésie dans le côté gauche de votre nuque peut faire accompagner cette mélodie par des notes d'une incompréhensible violence? Poésie et violence? C'est d'un néologisme interdit dont on parle ici. On ne compose aucun mot, on ne joue pas au moderne. Tabou est notre langue si elle succombe à la tentation d'unir ces deux-là. Poésie et violence? Ça craquelle dans la nuque, alors pourquoi? La création est une étrange sensation de séparation. Se détacher jusqu'à quoi? Où? Jusqu'à qui? Y a-t-il des êtres humains qui attendent debout? Des gens qu'on va aimer aperçus de loin vers la fin de ce dit détachement? Le fil qui se détache renoue-t-il avec les gens qu'on a déjà aimés? Poésie contre la violence? Croyez-vous que notre silence est un signe de politesse? Pensez-vous vraiment que notre mutisme est laisser faire, soumission, céder la place? Fermez vos yeux. Vous allez entendre notre silence décalé. Note de poésie contre notre violence, votre violence, ça ne rime pas ici. On ne joue qu'à nous-mêmes. Silencieux, libre de choisir le crâne qui tambourine. Jamais la tempête de votre drapeau agité, ni l'agacement de vos réactions verbales à bois sous couvert d'acclamation. Cette poésie ne veut rien savoir de cette violence. Cette poésie est silence, ce décalage est poésie. Il y en a qui reviennent par la fenêtre. Il y en a qui font des allers-retours permanents. Ça leur apprend à dire au revoir. Il y en a qui parlent le langage de la rupture et d'autres ne peuvent pas. Couper, revenir, repartir, pour recouper, recouper, pour revenir. Le réel vertige qui s'appelle être humain et ce autre trouble qu'on appelle négligemment vivre. Voulez-vous vivre? Voulez-vous vivre? Quittez les racines. Tu lèves tes bras, tu croises les pouces de tes mains, tu es allongé, tu pousses tes bras comme si quelqu'un te tire. Tu lèves un peu la nuque et la tête comme pour faire semblant que quelqu'un te tire. Tu reposes ta tête sur le sol et ça fait du bien à la nuque et aux épaules. Un avion vous tire, un avion absent. Laissez tomber vos bras d'un seul coup, l'avion partira. Vos épaules s'ancrent sur le sol où rampe votre corps. Cet unique sol qui vous appartient, pas le sol où on a étalé ta mère pour t'accoucher, ni le sol où on t'a appris à t'asseoir les jambes croisées en lotus, avec tes petits doigts posés sur le même sol pour jouer avec frères et sœurs, le jeu des doigts à éliminer. Gagnera le premier qui n'a plus de doigts creusés sur le sol. Pas le sol où tu as frappé ton pied droit pour confirmer le pas de danse sur l'hymne de ta patrie, ni le sol où tu étais étendu lorsqu'on t'a demandé de savoir jouir. Surtout pas ce sol où on t'a étalé martyr. Pas ce sol où, ton dos tourné à ton psy, tu voulais te débarrasser de ces 5 précédents sols. Rampe, seul, sur le tien. Merci. Merci Leda Mansour. Vous pouvez lire les poèmes de Leda Mansour dans ce livre, Les formes libres de la vie. Voilà, la séance de ces entretiens s'achève. J'indique aussi la publication des poèmes donc, de Nida Younis
Je ne connais pas la poésie aux éditions de Poésie Almanar, dans la traduction de Mohamed Kassimi. Et puis, j'indique aussi le dernier numéro de la revue Place de la Sorbonne, qui consacre l'essentiel de ce fort volume à un dossier qui s'appelle Poésie arabe et hébraïque, avec une présentation et une composition de Guillaume Métayer, qui est membre de la revue Poésie. Voilà, je crois qu'il nous reste à remercier nos invités, Leda Mansour, Mohamed Kassimi. Et puis les membres du comité qui ont bien voulu accompagner cette séance, Jean-Patrice Courtois, Marielle Massé, Claude Mouchard, Tiffaine Samoyo. On vous donne rendez-vous le 30 novembre pour les derniers entretiens. Oui, applaudissons-les. Oui. Et donc, on vous donne rendez-vous le 30 novembre pour les derniers entretiens de cette année 2024, entretiens qui sont consacrés au numéro 190 de la revue. La revue, je dois le rappeler chaque fois, est en vente à la librairie EXC en face et vous pouvez y acquérir le numéro 188 et 189. Merci beaucoup à Alain, à la technique et surtout merci beaucoup à vous qui venez, qui nous soutenez. C'est extrêmement important pour nous. Merci.